Bonjour tout le monde et bienvenue sur Espoir et Dignité TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet au cœur des tensions internationales, le plan Trump pour Gaza. Ce plan, présenté comme une solution de paix, a pourtant suscité de nombreuses réactions et controverses dans le monde entier. Qu'en dit réellement le droit international? Quels en sont les enjeux politiques, juridiques et humains? Pour en parler, nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir un homme libre, le professeur Raphaël Portela, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Professeur Raphaël, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Professeur, d'un point de vue de droit international, ce plan est-il conforme aux résolutions des Nations Unies concernant la Palestine? Quels sont, selon vous, les principaux points de tension entre ce plan et les principes du droit international? Peut-on parler d'une remise en cause du rôle de l'ONU et du multilatéralisme dans ce dossier? Alors, beaucoup de questions, mais oui. Tout d'abord, j'apprécie que le mot plan de paix n'ait pas complètement été utilisé parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'un plan de paix. Il s'agit d'un plan de Trump imposé par son administration sur les Palestiniens, un plan qui a été validé en amont par Israël, bien évidemment, comme d'ailleurs les deux autres plans préalables, puisqu'il faut inscrire ça dans un contexte. Trump en est à son troisième plan. Il y a eu le deal du siècle, rappelez-vous, en 2020. Il y a eu, il n'y a pas bien longtemps, un plan, le plan de la Riviera, absolument abject et inique de 2025. Et puis, il y a ce troisième plan qui, sans doute, prend un petit peu, prend en compte la réalité et aborde quelques questions qui sont éminemment sensibles, à commencer par le cessez-le-feu. Au regard du droit international, ce plan n'a aucune viabilité, aucune réalité, aucune tangibilité, dans la mesure où, vous l'avez sans doute remarqué, à aucun moment le droit international n'est convoqué. Aucune référence aux résolutions innombrables des Nations Unies, notamment les dernières, n'est évoquée. Aucune mention de la Cour internationale de justice de l'année dernière, des avis, des ordonnances de la Cour internationale de justice de l'année dernière n'est mentionné. Et bien évidemment, à aucun moment dans ce plan n'est mentionné le contexte, c'est-à-dire la colonisation, l'occupation et l'apartheid menés par Israël, qui ont été documentés, qui ont été largement travaillés et analysés par de multiples rapports. En conséquence de quoi, ce n'est pas un plan fait par des instances internationales, puisque l'ONU n'est même pas mentionnée non plus, le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale des Nations unies non plus. Donc c'est un plan qui est un plan concocté par une tierce personne, les États-Unis, Trump, mais pas que Trump, puisque vous avez vu que ce plan a des origines très, très lointaines, de plan entrepreneurial, de ce groupe un petit peu de promoteurs immobiliers, à la tête duquel on trouve bien sûr Trump, mais ses alliés, Witkoff, son gendre, Kushner, et puis Tony Blair qui est réapparu, puisque lui, son nom apparaît carrément dans le plan. On ne sait pas trop pourquoi il apparaît, mais on sait que depuis longtemps, Tony Blair a grenouillé, si vous me permettez l'expression, auprès des États-Unis pour être un élément indispensable de cette préfiguration de ce que pourrait devenir Gaza. Donc, le droit international n'est absolument pas convoqué. Il est même, à mon sens, complètement en dehors du droit international, à la toute petite différence, même si on pouvait avoir beaucoup de discussions et de recul sur la déclaration de New York de juillet 2025. Celle-ci, au moins, a été faite dans un cadre international, a été reprise par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, ce qui simplement change un peu l'échelle. C'est que Trump veut s'imposer comme étant le leader, entre guillemets, du monde libre, et je mets tout ça vraiment entre guillemets, car pour moi, ce n'est pas un leader du monde libre, c'est plutôt un autocrate, si ce n'est un début de tyran. Et de ce point de vue-là, il impose une réalité aux Palestiniens, alors ici, simplement aux Gazaouis, puisque son désir, je crois que c'est assez clair, c'est d'en faire véritablement une zone destinée à la promotion immobilière dont il sera probablement l'un des principaux vecteurs, si ce n'est déjà commencé dans la partie nord.
de Gaza. Donc, absolument rien à voir avec le droit international. Et en termes de multilatéralisme, alors là, on est un peu confondu, puisque au mieux, il y a les États-Unis, Israël, la fondation privée de Tony Blair et quelques obscurs personnages qui sont en sous-main, comme Curtis Yarvin, par exemple, qui sont des promoteurs start-upers qui ont prévu le jour d'après à Gaza, mais sous une forme qui est plus de Palestiniens, donc plus de Gazaouis, raser complètement cette zone-là, de manière à pouvoir la reconstruire, mais la reconstruire dans un but qui est un but économico-politique dont on commence à découvrir les lignes, puisqu'il s'agit de remodeler complètement le Moyen-Orient avec Israël en tête de pont. D'après vous, professeur, quelles sont les conséquences concrètes de ce plan sur la situation à Gaza, notamment sur le plan humanitaire? Et est-ce que ce plan va contribuer à aggraver ou à apaiser les tensions dans la région? Plusieurs autres observateurs et des juristes politiciens parlent que ce plan en train de justifier institutionnellement, juridiquement, ce génocide, ces crimes, cette volonté déguisée de déplacement forcé des Palestiniens. Oui, c'est exactement cela. Ce plan vise tout simplement à blanchir le génocide israélien et américain, puisque les États-Unis sont quand même le premier pourvoyeur d'armes en Israël. Et on sait que si le Biden d'un côté, dont le surnom est Genocide Joe, et Trump avaient décidé de couper l'approvisionnement en armes, en moyens financiers, en munitions Israël n'aurait pas tenu très très longtemps et le carnage aurait été bien évidemment diminué. Ça, c'est un préalable. Ensuite, ce plan qui vise tout simplement à assurer une forme de colonisation admise par les plus forts, c'est véritablement une poursuite de la colonisation et de la suprématie des États-Unis et d'Israël dans cette région, de manière à asseoir définitivement la toute-puissance américaine liée à Israël au Moyen-Orient. Pour les Gazaouis, je suis en contact assez régulier avec un certain nombre d'entre eux, j'y ai quelques amis, collègues universitaires. La situation n'a absolument pas été modifiée, bien au contraire, elle est pire, puisque habitant, par exemple, dans Gazaville, ce collègue a été obligé, avec sa famille, 5 enfants et son épouse, plus un certain nombre d'autres membres de sa famille, ont été obligés de partir sur les routes de l'exil, ont été littéralement déportés avec leurs quelques petits bagages, puisqu'ils n'ont quasiment rien pris, et de toile de tente en toile de tente, ont été obligés d'aller se retrouver. Alors moi, j'appelle ça un camp de concentration dans le sud de Gaza, où sur quelques kilomètres carrés, on a maintenant plusieurs millions de personnes dont on craint pour la santé, pour les questions alimentaires, pour toute une série de choses, bien sûr, et dont on craint aussi que la puissance israélienne ne puisse tout simplement les obliger à partir. Et ça, c'est bien évidemment une dynamique. Alors, le plan Trump dit que non, il n'y aura pas de départ forcé, mais il n'y aura pas de départ forcé à partir du moment où ce plan commence à être mis en œuvre. Or, Israël utilise cet interstice entre le moment où ce plan va être mis en œuvre et le moment présent pour pouvoir pousser son avantage. Et les bombardements continuent régulièrement. Il y a des dizaines de morts par jour depuis que ce 29 septembre a été rendu public ce plan. Donc, on est dans une situation d'asymétrie totale qui condamne bien évidemment les Gazaouis. Et là, on peut s'étonner un peu de l'adhésion assez globale de tous les pays, de la Turquie à l'Iran, en passant par les pays du Golfe, peut-être à l'exception près de l'Arabie saoudite qui a l'air de traîner les pieds, mais beaucoup, et je ne parle pas de l'Occident, ont reconnu ce plan comme étant effectivement un plan de paix. Les journalistes du monde entier ont largement travaillé sur cette notion-là, ce qui est un faux-né, incontestablement,
une hérésie. Je lisais un entretien de Leila Chaïd, ex-représentante de l'OLP en Europe et en France, qui disait qu'il ne faut absolument pas appeler ça un plan de paix. On peut appeler ça un plan Trump, un plan en espérant que le cessez-le-feu puisse aboutir, que l'aide humanitaire puisse être acheminée, que les otages puissent être libérés, que les prisonniers palestiniens puissent être libérés. C'est les seuls 4 points sur lesquels on peut avoir un peu d'espoir dans l'immédiat. On peut nourrir cet espoir en espérant que cet espoir ne soit pas douché, car les négociations qui se tiennent au Caire aujourd'hui, depuis 2 jours maintenant, ne laissent pas entendre de résolution immédiate. Il y a beaucoup d'aspects très, très techniques. Et pendant ce temps-là, l'armée israélienne continue son office, comme Netanyahou l'a laissé entendre, je veux finir le travail. Professeur, d'après vous, existe-t-il encore aujourd'hui une marge de manœuvre diplomatique pour relancer un véritable processus de paix? Le droit international peut-il encore jouer un rôle déterminant dans la résolution du conflit israélo-palestinien avec ses attaques symboliques et institutionnelles, budgétaires contre les Nations Unies, contre les institutions des Nations Unies, etc.? On est à un tournant, mais bon, un tournant aux Nations Unies, c'est depuis longtemps. Le droit international en tant que tel dit ce qu'il convient de faire, dit l'état du droit. Ça, je crois que c'est reconnu par tout le monde. Moi, j'appelle ça la grammaire commune sur laquelle nous pouvons fonder espoir et bâtir probablement l'avenir et notre humanité commune. Ça, j'en suis intimement convaincu. Sauf que ce droit international pâtit d'une faiblesse congénitale que Monique Chemillé-Gendreau et d'autres grands juristes ont largement documenté et analysé, c'est qu'il est fonction des rapports de force à l'intérieur du Conseil de sécurité, voire même à l'intérieur de l'Assemblée générale des Nations unies. Et qu'en conséquence de quoi, ce droit n'est pas appliqué comme il devrait l'être. Et dans le cas du conflit, entre guillemets, israélo-palestinien, si le droit international avait été appliqué dès la première résolution 181 de 1947, la situation aurait été tout autre, bien évidemment. Probablement 2 États dans des frontières relativement reconnues et définies, mais dès le début, je tiens à le faire observer, une fois que ce plan a été adopté en 1947, les Nations unies se sont empressées de reconnaître l'État d'Israël à la suite de la déclaration d'indépendance du 14 mai 1948, mais jamais, à aucun moment, l'État de Palestine qui aurait dû être reconnu en octobre 1948 ne l'a été. Je dis octobre parce que c'est la date fixée par la résolution 181 pour que l'État de Palestine et l'État d'Israël soient conjointement reconnus. Or, ce vice de forme de départ n'a jamais été pris à bras-le-corps par les Nations unies pour tout de suite stopper la guerre qui a commencé entre Israël et les États arabes, qui, eux, ne reconnaissaient pas cette indépendance tant que celle de l'État de Palestine ne l'avait pas été. Et si on oublie tout simplement ça, eh bien, on est en phase avec une histoire qui est déconnectée des réalités, une histoire qui suspend en fait le droit à exister d'un peuple, les Palestiniens, le droit à l'autodétermination, au bon vouloir de l'État d'à côté, qui est celui d'Israël. Et quand je dis Israël, je pense ici à la logique idéologique qui sous-tend Israël et qui était celle qui sous-tendait un certain nombre de communautés juives auparavant, qui est le sionisme. Et le sionisme, cette idéologie, qui a certes été un nationalisme et certes été un moment d'émancipation des Juifs par rapport aux atrocités qu'ils ont pu subir en Europe à la fin du 19e et au début du 20e, et bien évidemment avec la Shoah après la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, bien évidemment, ça a été un déterminant très, très important de la réalisation d'une communauté juive. Aucun souci avec ça. Sauf que le pendant de ce sionisme, c'est aussi malheureusement un racisme, ainsi qu'une résolution des Nations Unies l'avait indiqué en 1975, qui a été abrogée en 1991 pour faciliter les discussions entre Israéliens et Palestiniens. Mais ce sionisme a malheureusement, à l'intérieur de lui-même, si j'ose dire, à l'intérieur de cette idéologie, des pendants, des dimensions qui sont suprémacistes, qui sont ethnocentrées, qui sont colonialistes et qui visent à ignorer la présence de l'autre, ici le palestinien, pour en faire
un ensemble secondaire, un ensemble éventuellement de citoyens de seconde zone ou tout simplement appelé à sa disparition, en tous les cas à son remplacement, puisque là on rentre alors dans une théorie qui est celle de la colonisation de peuplement, dont le sionisme a été bien évidemment à la base et qui s'est adapté aux circonstances avec les accords d'Oslo dans les années 90 et puis aujourd'hui avec l'arrivée au pouvoir de Netanyahou et de sa clique d'extrême droite fascisante que plus personne ne méconnaît aujourd'hui dans le monde. Hein. On sait que voilà, c'est un gouvernement d'extrême droite qui ferait pâlir certaines extrêmes droites d'Europe et qui vise à la destruction totale d'une entité politique, d'une entité nationale qui est le peuple palestinien, qui lui résiste avec les moyens qui lui ont été donnés ou avec les moyens qu'on veut bien lui accorder, puisque même quand il résiste de manière non violente dans un certain nombre de villages, il est réprimé férocement et il n'a pas le droit d'en faire plus sous peine d'être tout simplement annihilé, puisque le génocide en cours, reconnu par la Cour internationale de justice et par un rapport des Nations Unies de septembre 2025, c'est pas simplement quelque chose qui va être mis en œuvre, c'est quelque chose qui est en œuvre, c'est quelque chose qui est constatable et l'intentionnalité des leaders politiques et militaires israéliens n'est plus à démontrer, elle a été démontrée. C'est souvent en matière de droit international l'intentionnalité qui pose problème. Ici, elle est clairement documentée et clairement affichée. On ne peut plus ergoter autour de ce mot, sous peine d'être complètement à côté des réalités et de concevoir qu'Israël a le droit de tout faire, de tout détruire, au motif que son droit à se défendre est supérieur à toute autre considération. Tant qu'on n'aura pas mis ça sur la table, si j'ose dire, tant qu'on n'aura pas discuté clairement de ces éléments-là de manière apaisée, sans aucun problème, et sans doute avec la justice internationale pour permettre non seulement de juger les crimes atroces qui ont été commis par le Hamas ou par un certain nombre de membres de milices apparentées le 7 octobre, mais également le génocide en cours. Tant que tout cela n'aura pas été véritablement appréhendé, on ne peut pas envisager la suite. Et la suite, c'est cette notion de juste et durable, une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Juste, ça nécessite de revenir sur le passé, ça nécessite de revenir sur la colonisation, l'occupation et l'apartheid, car sans cela, de quoi est-ce que l'on parle? Parce que la situation du 7 octobre est le fruit de toute cette histoire, 77 ans, 80 ans d'histoire, et durable, cela signifie que l'on doit trouver une grammaire de réconciliation entre Israéliens et Palestiniens qui puisse permettre de mettre à distance les idéologies religieuses qui, dans un sens ou dans un autre, sont extrémistes et ne font que voir en l'autre un ennemi potentiel ou un ennemi tout court. Et tant que cette distance n'aura pas été mise, et le sionisme, malheureusement, y a sa part, de la même façon que l'islamisme radical y a sa part, on ne sera pas en capacité de se reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître que l'autre a lui aussi des souffrances, a lui aussi une histoire, mais que ce n'est pas une histoire qui est supérieure, c'est une histoire qui mériterait simplement de pouvoir être appréhendée. Et là, j'en veux un peu mes travaux sur l'Afrique du Sud, où pendant très longtemps, noir et blanc étaient considérés comme antagonistes et irréconciliables. Et finalement, il a été possible de le faire. Je ne vois pas en quoi ça ne serait pas possible dans cette dynamique. Bien sûr, ça demandera du temps. Bien sûr, peut-être que vous, comme moi, nous ne le verrons pas de notre vivant, mais c'est en tous les cas, moi, le vœu que je veux formuler ici. Et je crois que beaucoup d'Israéliens, de Juifs à travers le monde, d'Arabes, de Palestiniens, d'Occidentaux sont sur cette base-là, sauf qu'on ne leur donne pas trop la parole pour pouvoir s'exprimer, parce que dans un camp comme dans l'autre, on les considère comme des traîtres, alors que ce sont eux qui parlent de l'humanité et qui parlent de l'avenir commun que l'on doit avoir ensemble sur cette terre qui, je le rappelle,
n'est pas finie, elle n'est pas infinie, pardon, elle est limitée et c'est à nous d'en prendre soin pour la transmettre à nos générations à venir. Vous venez, professeur, d'évoquer la situation de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est vital ce passage devant la justice internationale pour réaliser la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, malgré ces attaques contre les instances juridiques internationales, malgré l'harcèlement, malgré les menaces, malgré la marginalisation institutionnelle, malgré cette image affreuse que Benjamin Netanyahu, son mandat de recherche d'arrêt international, vient pour prononcer un discours d'un éducateur moral au niveau de l'éthique politique devant l'Assemblée générale des Nations Unies sous protection américaine. C'est le seul moyen de parvenir à garder le cap du droit international. On sait qu'il est imparfait, le droit international tel qu'il a été conçu à partir de 1945. On sait que les instances des Nations Unies sont souvent contraintes, souvent mises en difficulté pour des raisons politiques, de politique politicienne. On sait que l'UNESCO a de grandes difficultés depuis que les États-Unis ont décidé de se retirer parce que les États-Unis, c'est à peu près 8% du budget de l'UNESCO. On sait tout cela, mais c'est en même temps le seul moyen que l'on a. Probablement faudra-t-il réformer les instances des Nations Unies, faudra-t-il permettre à tout le monde d'être vraiment sur one state, one vote, et non pas un conseil de sécurité un petit peu impérial avec des droits de veto à 5 et pourquoi pas à d'autres, ou alors tout simplement supprimer ce droit de veto. Mais pour ça, il faut réformer la charte, et pour réformer la charte, il ne faut pas qu'il y ait de droit de veto. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je crois quand même que le génie inventif d'un certain nombre de juristes pourrait tout à fait être mis à profit pour justement créer les conditions de ces réformes devant lesquelles les atrocités qui ont été commises depuis le 7 octobre, mais également la colonisation et l'occupation doivent être comptables devant la justice internationale, bien évidemment. Si la paix venait à être réalisée sur l'absence de justice, c'est-à-dire la prise en compte de ce qui s'est passé par le passé et ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, si cela n'est pas pris en compte, ce qui va être créé plus tard, c'est l'institutionnalisation de l'injustice. Parce que cette injustice ne sera jamais amenée à rendre des comptes. Et donc, elle pourra se reproduire à l'infini. Et la théorie de la table rase, moi, me semble être très, très mauvaise parce qu'au final, ça ne résout rien du tout. J'ai en souvenir, pour prendre un exemple de l'Afrique du Sud, un article de journal en 1997 qui s'appelait « La parabole de la bicyclette ». Un jeune blanc a volé la bicyclette à un jeune noir pendant le temps de l'apartheid. Et le jeune blanc va, en 1991-92, tendre la main au jeune noir en lui disant « Bon, allez, on se réconcilie, il n'y a plus de problème. » Mais le jeune noir lui dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de ma bicyclette ?» Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question de la bicyclette, eh bien, on n'aura pas résolu la question de la justice. Et la paix sans la justice, c'est, je le redis, et ça a été redit d'ailleurs par un groupe d'experts internationaux qui, le 3 octobre dernier, ont rendu un avis sur le fameux plan Trump, je les cite, « Imposer une paix immédiate à tout prix sans prendre en compte le droit et la justice, c'est la recette pour une plus grande injustice, un futur de violence et un futur d'instabilité. » Je n'ai donc rien inventé en disant cela, puisque les experts, qui sont sans doute beaucoup plus compétents que moi, je pourrais vous les citer, ils sont une trentaine, dont Ben Saul, Olivier de Schutter, Paula Javira, Nicolas Levra, etc., le disent. Si cette parole-là n'est pas entendue parce que Trump est sourd, parce que Netanyahou a sa propre logique, parce que l'extrême droite ceci, parce que les radicaux cela ou les suprémacistes cela,
eh bien, effectivement, là, on peut désespérer du monde. Mais je reste un véritable optimiste dans le sens où ce droit, cette humanité partagée, cette grammaire partagée est dite et elle devra s'imposer. Et je suis certain qu'elle pourra l'être, y compris dans cette situation qui est très, très complexe d'Israël-Palestine, parce qu'elle renverra aussi sans doute des signaux très forts pour d'autres situations très complexes. Les Sahraouis dans le Sahara occidental, les peuples en guerre au Soudan, en Érythrée, au Congo, bien évidemment, et tous les peuples autochtones dont on entend très peu parler, mais qui sont eux aussi soumis à des logiques impérialistes, à des logiques colonialistes, des logiques de domination, dont il conviendrait enfin de terminer pour permettre justement l'expression de cette pluralité du monde et non pas cette expression de domination d'un Occident blanc qui veut toujours s'imposer sur le reste du monde. Et je pense qu'Israël-Palestine, malheureusement, en est une des configurations. Professeur, j'aimerais bien clôturer avec vous. Si vous deviez formuler une recommandation ou un message à la communauté internationale, quel serait-il? D'être en phase avec les propos tenus. Les propos, les résolutions, les avis, les ordonnances disent le droit, disent ce qui va et ce qui ne va pas. On peut ne pas être d'accord, c'est le but de la doctrine, mais je crois que le droit a été posé très clairement. J'exhorte vraiment les plus grands de ce monde à enfin passer aux actes. Pour passer aux actes, soit il y a un accord, parce que les deux parties, les trois parties décident de faire un pas vers l'autre, ce qui pourrait être le plus possible. Mais on sait que malheureusement, dans notre rapport au monde, qui est un rapport de force, il faut toujours des contraintes, parce que le droit ne va pas sans contraintes, particulièrement le droit international. Et donc, ces contraintes, elles existent. Les leviers, on les connaît. Les sanctions doivent être prises contre celles et ceux qui ne respectent pas le droit international. Et là, on retombe sur la puissance que les États pourraient avoir. Si les dirigeants de ces États ne le font pas, alors ce sont les opinions publiques qui doivent le faire à leur place, car je le redis aussi très souvent, la Charte des Nations Unies commence par « nous, peuple des Nations Unies » et non pas « État des Nations Unies ». Et donc, c'est à nous, les peuples, nous, les citoyens, de faire œuvre d'éducation populaire en prenant le temps de discuter, de convaincre que le droit international, malgré son imperfection, est quand même celui sur lequel on peut se fonder. Et pour cela, il faut faire pression sur nos gouvernements. Je crois que ça se fait dans pas mal d'endroits. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez le Portugal, regardez la Turquie, toute proportion gardée. La France, la pression est beaucoup moindre parce qu'il y a énormément de choses difficiles, tendues, mais je continue à penser que ça doit être possible. Et il me semble que le 29 novembre prochain pourrait être une date particulièrement importante en France si une manifestation nationale venait à être organisée. Les prémices commencent à se faire sentir. Et je rappelle que ce 29 novembre, c'est une date des Nations Unies, la date de la solidarité internationale avec le peuple palestinien. Merci infiniment, camarade professeur Raphaël Portella. On vous donne rendez-vous, j'espère, prochainement et à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Un grand merci. Au revoir.